Bonjour à tous, c'est Mary ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de lecture en soft spoken. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la 9e partie du livre À la croisée des mondes. Enfin, la 9e vidéo plutôt, pas la 9e partie du livre. Et donc, nous allons poursuivre cette lecture, fort intéressante, je dois bien l'admettre. J'aime beaucoup ce livre-là. Il y a plein de révélations que l'on ne trouve pas dans le film. Donc, je vais poursuivre la lecture. Le démon de la jeune femme émerge de sous le manteau de renard. Il a l'apparence d'un singe, mais pas n'importe lequel. C'est un singe avec un long pelage soyeux, une couleur dorée intense et chatoyante. Ondulant avec grâce, il descend pas à pas les marches et vient s'asseoir juste derrière l'enfant. La souris sent une présence. Elle redevient moineau, tourne légèrement la tête sur le côté et sautille sur les marches de pierre. Le singe observe le moineau observe le singe. Le singe tend lentement le bras. Sa petite main est toute noire. Ses ongles ressemblent à des griffes. Ses gestes sont doux et engageants. Le moineau ne peut résister. Il continue d'avancer par petits bonds. Il sautille, et d'un battement d'ailes, il saute dans la main du singe. Le primate le soulève et l'observe attentivement avant de se relever et de faire demi-tour pour rejoindre son humain, en emportant le démon moineau. La femme penche sa tête parfumée et murmure quelques mots. Tony se retourne, c'est plus fort que lui. « Rateur !» s'écrie-t-il, la bouche pleine, un peu inquiet. Le moineau répond par un gazouillis. C'est que tout va bien. Tony avale sa bouchée de tourte en regardant fixement devant lui. « Bonjour, dit la belle dame. Comment t'appelles-tu ? Tony. Où habites-tu, Tony ? À Clarice Walk. Qu'y a-t-il dans cette tourte ? Du steak. Tu aimes le chocolat ? Oh oui. Il se trouve que j'ai plus de chocolat que je ne peux en boire à moi seul. Veux-tu m'aider ? À ce moment-là, Tony est déjà perdu. Il était perdu dès le moment où son démon faible d'esprit a sauté dans la main du singe. Il suit la jolie femme dans Denmark Street. Il longe le quai du Pendu. Il descend l'escalier du roi George pour arriver finalement pour atteindre finalement une petite porte verte découpée dans le flanc d'un immense entrepôt. La femme frappe à la porte, celle-ci s'ouvre. Ils entrent et elle se referme. Tony ne ressortira jamais de cet endroit, du moins pas par cette porte, et il ne reverra jamais sa mère. Cette dernière, pauvre créature avinée, pensera qu'il a fait une fugue, et chaque fois qu'elle se souviendra de lui, convaincue qu'il est parti à cause d'elle, elle pleurera toutes les larmes de son cœur brisé. Le petit Tony Macarios n'était pas le seul enfant à avoir été capturé par la femme au singe doré. Il découvrit dans la cave de l'entrepôt une douzaine d'autres enfants, des garçons et des filles, dont aucun n'avait plus de 12 ou 13 ans, même si, comme lui, ils ignoraient quel était leur âge exact. Mais Tony ne remarqua pas, bien évidemment, l'autre point commun qu'ils partageaient tous. Aucun des enfants réunis dans cette cave chaude et moite n'avait encore atteint la puberté.
La gentille femme le fit asseoir sur un banc appuyé contre le mur et demanda à une servante silencieuse de lui apporter une tasse de chocolat chaud puisé dans la casserole posée sur le poêle. Tony mangea le restant de sa tourte et but le breuvage chaud et sucré sans prêter grande attention à son entourage, qui le considérait avec la même indifférence. Il était trop petit pour représenter une menace et trop flegmatique pour faire une victime satisfaisante. Ce fut un autre garçon qui posa la question évidente. « Eh, madame, pourquoi vous nous avez amenés ici ?» C'était un petit voyou à la mine farouche, avec du chocolat autour de la bouche et un rat noir décharné en guise de démon. La femme discutait avec un homme robuste qui ressemblait à un capitaine de navire près de la porte, et quand elle se retourna pour répondre, elle eut l'air si angélique dans la lumière des lampes à naphte sifflantes que tous les enfants firent silence. « Nous avons besoin de votre aide, dit-elle. Vous voulez bien nous aider, n'est-ce pas ?» Personne n'osait dire un mot. Les enfants la regardaient fixement, intimidés tout à coup. Ils n'avaient jamais vu une femme comme celle-ci. Elle était si gracieuse, si douce et gentille, qu'ils n'en croyaient pas leur bonne étoile. Et quoi qu'elle leur demande, ils se feraient un plaisir de le lui donner, pour pouvoir rester un peu plus longtemps en sa présence. Elle leur expliqua qu'ils allaient partir en voyage. Ils seraient bien nourris et auraient des vêtements chauds, et ceux qui le souhaitaient pouvaient envoyer une lettre à leurs parents pour leur dire qu'ils étaient sains et saufs. Le capitaine Magnuson les conduirait bientôt à bord de son bateau, et, dès que la marée le permettrait, ils prendraient la mer en mettant le cap vers le nord. Les enfants qui voulaient envoyer un message chez eux, si tant est qu'ils aient un domicile, se retrouvèrent bientôt assis autour de la jolie dame qui écrivait quelques lignes, se leur dictait. Et après les avoir laissés griffonner une croix hésitante en bas de la feuille, elle glissait celle-ci dans une enveloppe parfumée, sur laquelle elle notait l'adresse qu'il lui indiquait. Tony aurait voulu envoyer un mot à sa mère, lui aussi, mais il était assez réaliste pour douter qu'elle soit capable de le lire. Il tira la dame par la manche de son manteau de renard et, à voix basse, lui demanda de bien vouloir dire à sa mère où il allait et ce qui allait se passer par la suite. Alors, elle pencha son visage gracieux vers le corps frêle et malodorant du jeune garçon, lui caressa la tête et promit de transmettre le message. Après quoi, les enfants se pressèrent autour d'elle pour lui dire au revoir. Le singe au pelage doré caressa tous les démons, et les enfants touchèrent le manteau de fourrure pour se porter chance, ou puiser auprès de cette femme du courage et de l'espoir. Elle leur souhaita à tous un bon voyage, et les remit entre les mains du capitaine, à l'air si téméraire, à bord d'un bateau à vapeur, amarré à quai. Le ciel s'était assombri. Le fleuve était une masse de lumière flottante. Debout, sur la jetée, la belle dame leur adressa des signes de la main, jusqu'à ce qu'elle ne distingue plus leur visage. Puis elle retourna à l'intérieur de l'entrepôt, le singe toujours niché contre sa poitrine, et elle jeta le petit paquet de lettres dans le poêle, avant de repartir par où elle était venue. Il était relativement facile d'envoûter et d'enlever les enfants des taudis. Malgré tout, les gens finirent par s'en apercevoir, et la police fut contrainte d'agir. Mais à contre-cœur, les disparitions mystérieuses cessèrent. Mais la rumeur était née, et peu à peu elle s'amplifia, se répandit, se modifia, et lorsqu'au bout de quelque temps, plusieurs autres enfants disparurent à Norwich, à Sheffield, ensuite, puis à Manchester, les habitants de ces endroits, qui avaient entendu parler d'une disparition survenue ailleurs, ajoutèrent celle-ci à la rumeur, lui redonnant de l'ampleur. Ainsi naquit la légende d'un mystérieux groupe d'envoûteurs qui faisait disparaître les enfants. Certaines personnes affirmaient que leur chef était une
une très jolie femme, d'autres parlaient d'un homme de grande taille aux yeux rouges, tandis qu'une troisième version évoquait un jeune garçon qui charmait ses victimes avec son rire et ses chansons, pour qu'elles le suivent comme des moutons. Quant à savoir où l'on conduisait ses enfants, il n'y avait pas deux histoires qui concordaient. En enfer, affirmaient certaines personnes, sous terre, au royaume des fées. Pour d'autres, les enfants étaient retenus prisonniers, dans une ferme où on les engraissait pour les manger. D'autres encore prétendaient qu'on les vendait comme esclaves à de riches tartares, et ainsi de suite. Mais tout le monde s'accordait sur une chose, le nom de ces ravisseurs invisibles. Il fallait bien qu'ils aient un nom, faute de quoi on ne pouvait pas en parler. Or, c'était tellement délicieux d'en parler, surtout quand vous étiez douilleusement calfeutré chez vous ou entre les murs de Jordan College. Et le nom qui leur furent attribués, sans que quiconque pût expliquer pourquoi, était celui d'enfourneur. Ne rentre pas trop tard, sinon les enfourneurs vont t'enlever. Ma cousine de Northampton connaît une femme dont le petit garçon a été kidnappé par les enfourneurs. Les enfourneurs sont passés à Stratford. Il paraît qu'ils descendent vers le sud. Et, bien entendu, si on jouait aux enfants et aux enfourneurs, voilà ce que proposa Lyra à Roger. Le marmiton de Jordan College l'aurait suivi au bout du monde. Le marmiton de Jordan College. Roger l'aurait suivi au bout du monde. Comment on y joue? Tu te caches, je te trouve, et je t'ouvre le ventre, comme les enfourneurs. Qu'est-ce que tu en sais? Si ça se trouve, ils font pas du tout ça. Ah ah, tu as peur, dit-elle, ça se sent. Pas du tout. D'ailleurs, j'y crois même pas. Moi si, déclara Lyra d'un ton catégorique. Mais ils ne me font pas peur. Si j'en voyais, je leur ferais ce qu'a fait mon oncle la dernière fois qu'il est venu ici. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il était dans le salon, et un des invités n'a pas été gentil avec lui. Alors, mon oncle lui a jeté un regard noir, et l'homme est tombé raide mort, la bave aux lèvres. Tu es sûr? Demanda Roger dubitatif. J'ai pas entendu parler de ça aux cuisines. Et en plus, tu n'as pas le droit d'entrer dans le salon. Évidemment, ils ne vont pas raconter cette histoire aux domestiques. Et je te dis que je suis rentrée dans le salon. De toute façon, mon oncle a l'habitude de faire ça. Il a fait la même chose avec des tartares la fois où ils l'ont capturé. Il l'avait attaché pour lui arracher les tripes. Mais quand le premier type s'est approché avec son couteau, mon oncle l'a simplement regardé, et le type est tombé raide mort. Un second s'est approché, et il lui a fait le même coup. À la fin, il ne restait plus qu'un seul tartare. Mon oncle a promis de lui laisser la vie sauve s'il le détachait, ce qu'il a fait. Mais mon oncle l'a tué quand même, pour lui donner une leçon. Roger paraissait encore plus dubitatif qu'au sujet des enfourneurs, mais on ne pouvait pas laisser passer une si belle histoire, et ils incarnèrent tour à tour Lord Asriel et les tartares foudroyés, en utilisant de la crème fraîche pour symboliser la bave. Mais ce n'était qu'un pis-aller. Lyra était toujours décidée à jouer aux enfourneurs, et elle réussit à entraîner Roger dans les caves dans lesquelles ils pénétrèrent grâce au double des clés du majordome. Ils se faufilèrent dans les grandes galeries voûtées, où reposaient les bouteilles de Tokay et de vin blanc, des Canaries, de Bourgogne et de Brandtwind, sous les toiles d'araignées centenaires. D'antiques arches de pierre se dressaient au-dessus de leurs têtes, supportées par les piliers épais comme 10 troncs d'arbres. Leurs pieds glissaient sur les dalles irrégulières, et de chaque côté s'empilaient des tonneaux et des casiers contenant des bouteilles. C'était un spectacle fascinant. Oubliez les enfourneurs, encore une fois. Lyra et Roger progressaient sur la pointe des pieds, une bougie dans leurs mains tremblantes, scrutant chaque recoin sombre, et une seule question de plus en plus pressante,
obsédait Lyra. Quel goût avait donc le vin? Il y avait une façon très simple d'y répondre. Malgré les protestations vigoureuses de Roger, Lyra prit la plus vieille, la plus tordue et la plus verte des bouteilles qu'elle put trouver, et, n'ayant pas de quoi extraire le bouchon, elle brisa le goulot. Réfugiés dans le coin le plus reculé de la cave, ils burent à petites gorgées l'entêtante liqueur pourpre, en se demandant à quel moment ils seraient ivres, et surtout comment ils sauraient qu'ils étaient ivres. À vrai dire, Lyra n'aimait pas beaucoup le goût du vin, mais elle devait reconnaître que c'était un breuvage noble et complexe. Le plus drôle, c'était de regarder leurs deux démons qui semblaient de plus en plus confus. Ils trébuchaient, riaient bêtement, et s'amusaient à changer de forme pour ressembler à des grenouilles, chacun essayant de se faire plus laid que l'autre. Finalement, et presque simultanément, les deux enfants découvrirent ce que signifiait être ivre. « Et ils aiment ça ?» demanda Roger entre deux hoquets après avoir vomi copieusement. « Oui, répondit Lyra, qui se trouvait dans le même état. « Et moi aussi j'aime ça, ajouta-t-elle d'un air obstiné. Cet épisode n'apprit rien à Lyra, si ce n'est qu'on pouvait découvrir des endroits intéressants en jouant aux enfourneurs. Repensant aux paroles de son oncle, lors de leur dernier entretien, elle décida d'explorer désormais le sous-sol, car ce qui se trouvait à la surface ne représentait qu'une infime partie de l'ensemble. Tel un arbre gigantesque, dont le réseau de racines s'étendait sur plusieurs hectares, Jordan College, encastré à la surface entre Saint-Michael College d'un côté, Gabriel College de l'autre, et la bibliothèque de l'université derrière, avait commencé au Moyen Âge à s'étendre sous terre. Désormais, le sous-sol était creusé de tunnels, de galeries, de caves, de celliers et d'escaliers sous Jordan College et sur plusieurs centaines de mètres à la ronde, qu'il y avait presque autant d'air sous terre qu'au-dessus. Bref, Jordan College reposait sur une sorte de dentelle de pierre. Maintenant que Lyra avait le goût de l'exploration souterraine, elle abandonna son territoire de prédilection, les montagnes des toits du collège, pour plonger avec Roger dans ces abîmes. Après avoir joué aux enfourneurs, elle entreprit de les chasser, car désormais, cela ne faisait plus aucun doute. Où pouvait-il se cacher, sinon sous terre? C'est ainsi qu'un jour, Lyra et Roger pénétrèrent dans la crypte sous l'oratoire. Des générations de maîtres avaient été enterrés là, chacun dans son cercueil doublé de plomb, à l'intérieur de niches creusées dans les murs. Une plaque de pierre fixée sous chaque niche indiquait leur nom. Simon Leclerc, maître, 1765-1789. Cerebatum, recrescent in pass. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Roger. Le premier mot, c'est son nom. La ligne du dessous, c'est du latin. Au milieu, c'est la période pendant laquelle il était maître. Et le deuxième nom, ça doit être son démon. Ils continuèrent d'avancer dans le caveau silencieux, déchiffrant d'autres inscriptions. Francis Lyall, maître, 1748-1765. Zoariel, recrescent in pass. Ignatius Cole, maître, 1745-1748. Musca, recrescent in pass. Lyra constata que chaque cercueil s'ornait d'une plaque de cuivre portant le dessin d'un être différent. Ici, un basilic, là une jolie femme, ici un serpent, là un singe. Et elle comprit qu'il s'agissait des représentations des démons des défunts. Quand les gens devenaient adultes, leurs démons perdaient leur pouvoir de métamorphose et adoptaient une forme unique de manière définitive. « Il y a des squelettes dans ces cercueils » émit à voix basse Roger.
De la chair en décomposition, chuchota Lyra. Des vers et des asticots qui grouillent dans les orbites des yeux. Je parie qu'il y a des fantômes par ici, commenta Roger, en frissonnant de délices. Passé la première crypte, ils débouchèrent dans un couloir bordé d'étagères de pierre. Chacune d'elles était divisée en cubes, et dans chaque cube reposait un crâne. Le démon de Roger, la queue coincée entre les pattes, tremblait contre ses jambes. Il laissa échapper un petit gémissement. « Chut !» fit Roger. Lyra ne pouvait pas voir Pantalémon, mais elle le sentait posé sur son épaule, sous sa forme de papillon de nuit. Sans doute tremblait-il lui aussi. Elle prit le crâne le plus proche et le sortit délicatement de sa niche. « Hé, qu'est-ce que tu fais » dit Roger. « Faut pas y toucher. » Sans lui prêter attention, elle tourna et retourna le crâne dans ses mains. Soudain, quelque chose tomba du trou situé à la base du crâne, glissa entre ses doigts et heurta le sol avec un tintement. Terrifiée, elle faillit lâcher le crâne. « Une pièce !» s'exclama Roger en s'en emparant. « Il y a peut-être un trésor. » Il éleva la pièce dans la lumière de la bougie. Il la regardait avec des yeux écarquillés. En vérité, il ne s'agissait pas d'une pièce de monnaie, mais d'un petit disque de bronze gravé de traits grossiers qui représentait un chat. « C'est comme les dessins sur les cercueils, commenta Lyra. C'est son démon, je parie. »« Tu ferais mieux de le remettre à sa place, » dit Roger, de plus en plus mal à l'aise. Lyra renversa le crâne et remit le disque dans son caveau immémorial. Puis elle reposa le crâne sur l'étagère. Chacun de ces crânes, constatèrent-ils, renfermait sa pièce démon représentant le compagnon de toute une vie du défunt, près de lui jusque dans la mort. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là dans cette lecture. J'espère que cela vous aura plu, ça vous aura relaxé. Si jamais vous ne vous êtes pas encore endormi, je vous invite et que vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit à tous.